Bienvenue au Café Nemo, le podcast qui tend le micro aux passionnés de la mer. Ici, on vous raconte la science marine autrement, parce que comprendre les océans, c'est déjà mieux les protéger. Alors, inspirez profondément Prenez votre tasse et plongez avec nous. Bienvenue dans le deuxième épisode du Café Nemo, moi c'est Maë, et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir une méthode qui permet d'observer, mesurer et comprendre nos océans. La dernière fois, avec Victor et Pierre, on a vu comment les satellites nous permettent d'observer la couleur de la vie marine, et aujourd'hui on va un petit peu plus loin, on va se transformer en détective génétique pour apprendre à lire l'ADN de nos océans. Pour parler de ça, j'ai avec moi Rachel Aderlé, une doctorante au sein de l'ISIEB qui utilise une méthode révolutionnaire, l'ADN environnemental. Rachel, bienvenue. Tu travailles en faisant parler de l'eau de mer. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, donc moi c'est Rachel Aderlé, je suis doctorante donc en troisième année à l'Institut de systématique évolution biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle et membre de la station marine de Dinard. Et donc mon projet de thèse porte sur l'ADN environnemental, ou plus précisément sur les approches taxonomiques et le suivi de la faune marine mobile par l'étude de l'ADN environnemental. Donc l'idée de l'ADN environnemental, c'est que tous les organismes qui vivent dans un milieu vont laisser derrière eux des traces d'ADN. Ça va être des plumes, des fécès, de l'urine, etc. Et on va essayer de récupérer cet ADN pour faire ce qu'on appelle après du métabarcoding. Donc c'est une technique génétique qui va nous permettre d'avoir la liste des espèces qui ont laissé des traces d'ADN. Elle a l'air très utile, ta méthode, mais c'est quoi les avantages à ça ? Les principaux avantages d'utiliser l'ADN environnemental pour faire du métabarcoding, c'est que ça va nous permettre en fait d'avoir une liste d'espèces à la fin, et le tout de façon non invasive. C'est la méthode non invasive ultime, si on veut, parce que quand on s'intéresse aux poissons par exemple, donc moi je me focalise vraiment sur les vertébrés marins, les mammifères marins, mais aussi les poissons, les oiseaux. Pour étudier les poissons, par exemple, les scientifiques vont avoir recours souvent à ce qu'on appelle la pêche scientifique, donc ils vont capturer des individus, les prélever. Et l'idée de l'ADN environnemental, c'est qu'on va pouvoir se baser sur des traces génétiques et on n'a pas besoin même de voir certains individus pour pouvoir les détecter. Donc ça, c'est l'avantage premier. Et puis, je me focalise donc sur les vertébrés et l'idée, c'est qu'on peut être assez exhaustif parce que ça va nous permettre aussi de détecter des espèces qui sont cryptiques, qui vivent cachées, par exemple, ou bien des espèces rares qu'on aurait du mal à observer en mer ou en plongée. Et pourquoi on n'utilise pas cette technique tout le temps au final ? Parce que ça a l'air d'être assez efficace et au final pas invasif, donc pas gênant pour les espèces. Alors, comme toute méthode, il y a des avantages et des inconvénients aussi. Donc parmi les principaux inconvénients, on peut citer celui de la difficulté de mise en œuvre du protocole. Ça a ce côté un petit peu magique, on a l'impression qu'on pourrait tous juste prendre de l'eau de mer et essayer de voir les espèces qui sont passées par là. Mais en fait, ça demande quand même des compétences en biologie moléculaire pour essayer de limiter au maximum les contaminations. Quand on fait les manips sur un bateau, on va essayer au maximum de rester stérile. Les gens sur lesquels on embarque sont assez contents en général parce qu'on nettoie toute la surface du bateau avec de la javel. On va porter des gants, on va faire extrêmement attention, on va respecter des protocoles. Et en fait, très vite, on peut contaminer les échantillons. Entre les échantillons déjà, dans quel cas on n'aura aucune différence entre un site et l'autre. Et puis aussi contaminer nous en mettant des traces d'humains ou de notre chien ou de notre chat. Donc tout ça, ça va vraiment nuire à la qualité de l'échantillon. Et ensuite, et qui peuvent mener aussi à des faux négatifs, c'est-à-dire qu'on va rater des espèces qui sont présentes dans le milieu. On a aussi d'autres inconvénients, comme par exemple, à l'heure actuelle, sur les vertébrés, c'est assez difficile d'avoir la notion d'abondance. On sait quelle espèce on détecte, mais on ne sait pas vraiment. Il y a beaucoup de biais qui peuvent influencer sur la quantité d'ADN, et on ne sait pas vraiment combien il y en a, par exemple, combien on a de goélands dans ce qu'on a détecté. Et ensuite, c'est les étapes de taxonomie moléculaire. Donc comment on va passer de nos séquences d'ADN à nos listes d'espèces, qui reste une étape assez complexe. Moi, un des objectifs de ma thèse, c'est vraiment d'essayer d'améliorer ce processus d'assignation taxonomique, comment on passe des séquences aux listes d'espèces. Et ça reste encore assez compliqué, parce que les bases de données ne sont pas forcément complètes, parce qu'il faut prendre en compte les possibilités qu'on ait des espèces qui soient extrêmement proches, donc difficiles à distinguer. Et donc ça limite encore certaines assignations. De temps en temps, on ne va pas pouvoir aller à l'espèce, on va devoir s'arrêter au genre ou à la famille, par exemple. Ok. Ça a l'air quand même assez complexe, l'ADN environnemental. Donc pour résumer un peu tout ce que tu fais, pour que ça soit clair un peu pour nos auditeurs,
si j'ai bien compris, c'est comme si tu étais sur une scène de crime et que tu essayais de retrouver un suspect. Donc tu vas aller chercher l'ADN sur la poignée de porte ou ailleurs et sans voir la personne, tu vas pouvoir déterminer qui est passé par là et comment. C'est un petit peu ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et au final, cette scène de crime, pour toi, elle est où? Alors, j'ai pas de lieu fixe pendant ma thèse. Un de mes objectifs, c'est essayer de savoir ce qu'on peut faire avec ces listes d'espèces. Au-delà de l'intérêt de l'inventaire spécifique, qu'est-ce qu'on peut en faire après? Est-ce qu'on peut se renseigner sur l'état des écosystèmes qu'on a échantillonnés? Donc pour ça, je cherche à sélectionner les métriques, donc les calculs les plus pertinents qu'on peut faire avec ces listes d'espèces. Donc on peut s'intéresser à compter par exemple le nombre d'espèces qui sont sur la liste rouge de l'ICN, on peut s'intéresser au trait de vie des espèces qu'on a détectées, ce qui va nous permettre de jouer avec la diversité fonctionnelle. Ou moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la diversité phylogénétique. Donc si on met toutes les espèces qu'on a détectées sur un arbre du vivant et qu'on calcule un petit peu les branches, est-ce qu'on peut essayer d'estimer l'histoire évolutive qu'on a derrière dans la communauté qu'on a échantillonnée. Pour développer ces métriques, c'est particulièrement intéressant d'essayer d'avoir des points de vue sur différents écosystèmes. Et donc pour ça, on a essayé d'avoir un petit peu une vue d'ensemble. Donc on a des échantillons dans les Antilles françaises, on en a plus proche de chez nous en Bretagne ou sur la côte atlantique, on en a aussi en Arctique et aux Émirats Arabes Unis. À l'heure actuelle, c'est un petit peu tout le jeu de données que j'ai à disposition. D'accord. Et tu vas les chercher toi-même, ces échantillons? J'ai participé à la plupart des campagnes. Après, on a aussi des extraits des résultats qui nous viennent de campagnes où je ne suis pas allée personnellement, mais c'est important quand même dans le cadre de ma thèse de savoir faire les protocoles. Donc j'ai été en Arctique cet été, aux Émirats Arabes Unis en décembre, aux Antilles j'avais fait il y a quelques années, et puis plus proche de chez nous, c'est vrai qu'on sort assez régulièrement pour mettre en place des protocoles, pour tester de nouvelles choses, et puis pour mettre en place des suivis pérennes aussi. D'accord, donc tu profites quand même des avantages de ce métier? Oui, beaucoup. Que ce soit en milieu très froid ou en milieu un peu plus chaud. Okay. Et tu fais comment pour récupérer cet ADN dans l'eau? Tu vas pas juste prendre un petit récipient et aller piocher au pif dans les océans, j'imagine? Alors il y a tout un tas de protocoles différents qui existent. Il y a des protocoles qui consistent à échantillonner juste 1 ou 2 litres d'eau. Mais nous on essaye de rester sur des... On a choisi des protocoles qui visent à filtrer un plus gros volume d'eau. En général, on est sur une trentaine de litres. Puis on va faire 2 échantillons en simultané de chaque côté du bateau, à bâbord et à tribord, pour essayer déjà d'avoir un backup au cas où on a un échantillon qui ne fonctionne pas, et puis aussi pour essayer d'intégrer un petit peu la variabilité. Et on va faire un échantillonnage sur un transect. Donc à bord de notre bateau, on va naviguer pendant 30 minutes en général à 4 ou 5 nœuds, ce qui va nous permettre de filtrer une trentaine de litres de chaque côté du bateau. Donc pour ça, on a aussi différents protocoles, mais dans l'ensemble, on a une pompe, un tuyau, et puis au bout de ce tuyau, une capsule dans laquelle on va retrouver un filtre. Et l'idée, c'est que l'eau passe dans ce filtre et l'ADN reste collé au filtre. Tout le matériel qu'on va utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de mettre des gants, d'être le plus stérile possible. Donc tout ce qui va être proche de la capsule va être à usage unique. Et ensuite, une fois le prélèvement terminé, on récupère cette capsule, on injecte dedans un tampon de conservation, parce que l'ADN va continuer à se dégrader, pour essayer de le stabiliser jusqu'à ce qu'on puisse ensuite l'envoyer au laboratoire pour l'extraction de l'ADN. D'accord. Et comment tu fais pour passer de l'ADN à une espèce en particulier? Parce que toi, j'imagine que tu ne regardes pas l'ADN dans ton petit flacon et que tu peux déterminer quoi appartient à qui. Et c'est une grosse part du travail. Déjà, on va avoir donc, une fois qu'on a l'échantillon dans la capsule, on va avoir les phases. Donc, moi, je travaille essentiellement sur du métabarcoding. Donc, c'est une méthode génétique. On n'est pas obligé de faire cette méthode avec l'ADN environnemental. On peut faire d'autres types d'expérimentation. Donc, pour le métabarcoding, on va récupérer notre échantillon, puis on va extraire l'ADN. Ensuite, on va amplifier une portion d'ADN précise qui nous intéresse. Donc, ce qu'on appelle le barcode, le code barre, et c'est une portion, donc, dans le cadre où on s'intéresse aux vertébrés, donc ce que je fais, on va sélectionner une portion qui va être préservée chez les vertébrés, mais assez différente pour pouvoir distinguer les différentes espèces. Donc, on va amplifier ce morceau, et puis ensuite, on va séquencer, et ensuite, on va avoir toutes les étapes de bioinformatique qui sont particulièrement importantes pour nettoyer, trier des millions de séquences, les regrouper, et on arrive en général à une liste d'une centaine de OTU, d'ASV, enfin c'est des regroupements de séquences faits en fonction de leur similarité. Et c'est cette centaine de séquences qu'on va essayer de relier à des taxons. Là je dis taxon et pas espèce parce que dans certains cas on ne peut pas aller jusqu'au niveau de l'espèce.
Je pense notamment au thon. On a plusieurs espèces de thon et en fait, avec la plupart des barcodes que j'ai utilisés jusque-là, elles sont très difficiles à distinguer. Donc on va pouvoir dire, bon, c'est du thon, mais quelle espèce, je ne peux pas aller jusque-là. Donc quand on dit taxon, c'est parce qu'on est à un niveau taxonomique qui peut varier. Et donc l'idée là, c'est de faire donc l'assignation taxonomique. Ça, c'est vraiment une grosse part de mon travail de thèse. Durant toute la première année, j'ai essayé de mettre au point un protocole pour vérifier ces assignations taxonomiques. Et donc là, on peut prendre en compte, déjà, on s'appuie sur des bases de données de référence génétiques, donc comme des grosses encyclopédies numériques dans lesquelles on a tout un tas de séquences qui sont assignées à tout un tas d'espèces différentes. On va pouvoir s'appuyer donc déjà sur la similarité moléculaire. Et puis ensuite, on va essayer de prendre en compte d'autres critères. Est-ce que c'est plausible au niveau de la géographie? Est-ce que ce taxon est censé être là ou vraiment pas du tout? Est-ce que c'est possible qu'il soit là? On va pouvoir en prendre en compte aussi les listes taxonomiques, donc quelles espèces proches de ce groupe-là peuvent être potentiellement là, parce qu'on va essayer de voir si, dans nos grosses encyclopédies numériques, il manque des espèces pour lesquelles on n'a pas le code barre présent. Donc c'est vraiment un jeu de pistes, d'essayer de prendre en compte un maximum d'informations, tout en se basant sur la similarité moléculaire pour pouvoir assigner nos taxons. D'accord. Et ça t'est déjà arrivé de te retrouver face à un ADN qui était à personne, on va dire? Ça peut arriver. Le cas le plus fréquent, c'est justement quand on a une séquence qui appartient très certainement à une espèce dont le barcode n'est pas présent dans notre base de données. Et ça arrive. Les bases de données sont incomplètes, notamment pour certaines régions géographiques. Notamment dans les tropiques, on a énormément d'espèces de poissons, par exemple. Elles ne sont pas toutes référencées, en tout cas pas pour les codes barres qu'on utilise en ADN environnemental. Et donc ça, c'est toujours un petit peu un jeu de pistes. On peut faire des hypothèses, mais dans certains cas, il nous manque l'information. Ou alors, on a des espèces très proches, comme les thons, et on ne peut pas aller très loin dans l'assignation. Et une fois que tu as fait cet inventaire génétique, tu vas t'en servir comment ou qui va s'en servir? Donc là, c'est vraiment un autre objectif de ma thèse, c'est d'essayer de travailler, encore une fois, sur ces métriques de biodiversité. Donc l'idée, ça va être d'essayer de faire parler un petit peu nos listes d'espèces, de voir ce qu'elles peuvent nous raconter sur l'écosystème qu'on a échantillonné. J'ai travaillé essentiellement sur la diversité phylogénétique, essayer de voir le potentiel évolutif qu'on a dans une communauté à un moment donné. Essayer de comparer notamment, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les écosystèmes urbanisés ou anthropisés, les ports par exemple. On va avoir une forte pression humaine et puis on va comparer par exemple à une mangrove en très bon état. Regarder au niveau du potentiel évolutif ce qui se passe, au niveau des listes d'espèces ce qui se passe. Et l'idée, c'est que j'aimerais continuer pour aboutir à des indicateurs de biodiversité, quelque chose qui puisse être utile ensuite pour les politiques publiques, pour essayer de noter un petit peu l'état des écosystèmes en fonction des taxons qu'on a détectés en ADN environnemental. Mais pour ça, il faut se référer à des états de référence, donc pour essayer un petit peu de pouvoir noter nos écosystèmes. Et est-ce que des gestionnaires d'espaces naturels ont déjà utilisé vos résultats pour protéger un espace? Alors, on peut fournir des évaluations, notamment pour... ça commence... En tout cas, l'ADN environnemental commence à être de plus en plus implémenté dans tout ce qui est protocole de suivi, notamment pour l'implémentation de champs d'éoliennes offshore. Après, à l'heure actuelle, il n'existe pas vraiment d'indicateurs dédiés à ADN environnemental, mais je pense que ça va arriver très très vite dans les années à venir. Et est-ce qu'après toutes ces heures de travail, il y a quelque chose qui t'a marqué dans ton travail, une anecdote peut-être? Les anecdotes de terrain, on en a pas mal. Mais celle que j'aime bien, c'est quand on est parti avec ma collègue Karen, qui est technicienne labo, on est parti en Arctique donc pour faire des prélèvements avec une association sur un voilier qui était dédié à l'expédition. On était au Svalbard et on a voulu aller faire les prélèvements les plus proches du glacier possible. C'est un énorme glacier. Parce qu'on n'avait pas anticipé les morceaux de glace dérivants. Et en fait, on avait 2 perches à l'avant du bateau, des perches en inox, et au bout desquelles étaient fixées nos fameuses capsules très précieuses. Et on a les morceaux de glace qui dérivent, ils ne sont pas très très gros. En fait, on n'imagine pas à quel point ils sont lourds. Et il y en a un qui est venu taper dans la perche de ma collègue et qui a complètement tordu la perche. Donc après, on avait une perche un petit peu en forme de U pour le reste des manips. Donc c'était le 3e ou le 4e prélèvement, donc c'était moyen. Et surtout, on a perdu la capsule. Donc on a perdu un échantillon. Donc on s'est focalisé sur l'échantillon qui restait. On a ramené la perche à l'avant du bateau. Et
Et là, on a fait quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé sur le papier. On n'avait pas anticipé ça. C'est qu'on a gardé du mou et on a joué à éviter tous les morceaux de glace pendant une demi-heure, dans le froid, gelé. Et celui-là, on s'en souvient. Et après, pour tous les autres glaciers qu'on a fait, on a gardé un petit peu ce protocole d'essayer de slalomer entre les glaçons. Et c'est une anecdote sur le moment qui était un peu stressante, mais après qui nous a fait bien rigoler. Et qui montre un peu la différence entre ce qu'on imagine sur le papier et ce qui est en réalité faisable sur le terrain. Et tu m'as dit que tu avais une chouette anecdote sur les belugas. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, donc toujours en Arctique, elle m'a marqué cette expérience-là. On était 12 jours sur un bateau, on s'est... Non, je ne vais pas dire qu'on s'est ennuyé, mais il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que regarder l'océan quand on n'a pas de connexion Internet et qu'il fait 5 degrés. Donc j'adore les baleines, les dauphins, et j'ai fait beaucoup d'observations de mammifères marins en mer, donc j'avais la volonté absolue de voir des belugas au Svalbard. Donc j'étais vraiment positionnée, je pense, 6 à 8 heures par jour avec les jumelles dehors en train d'essayer de les scruter. Et pendant 12 jours, on a regardé la mer et on n'a pas vu un seul beluga. Partout, j'ai regardé partout, les fjords, tout. Et rien vu du tout, parce que déjà, pour ma gouverne, il n'y a rien qui ressemble plus à un beluga qu'un bloc de glace qui flotte. Donc vraiment très très déçue à ce niveau-là. On a vu plein d'autres choses super. On a vu un petit rorqual qu'on a eu dans le fameux prélèvement qu'on a sauvé, l'unique prélèvement qu'on a fait à la perche maniable à l'avant du bateau. On a eu du petit rorqual, une tonne de morses, de différentes espèces de phoques et pas de beluga. Et donc j'étais dégoûtée en rentrant. On envoie les échantillons au séquençage. J'étais persuadée qu'on n'avait pas de beluga. Et quand ils sont revenus, c'est l'espèce qu'on a le plus détectée. Dans plus de la moitié de nos prélèvements, il y avait du beluga. Et si tu les mets sur une carte, c'est assez marrant parce qu'on les a eus dans l'ordre de notre traversée. Et je suis à peu près persuadée qu'on a suivi un pod ou qu'on a croisé le même pod plusieurs fois et on n'a rien vu. Mais donc, les avantages de l'ADN environnemental. Peut-être que c'est eux qui vous suivaient au final. Peut-être. Il faut qu'on y retourne. Et tu disais tout à l'heure que tu observais les vertébrés, mais y compris les oiseaux. Mais d'après ce que je sais, ça nage pas trop les oiseaux. Ça dépend lesquels. Mais oui, les oiseaux, c'est encore un petit peu plus opportuniste. Tout ce qui est oiseaux marins qui vont aller assez fréquemment dans l'eau, on va pouvoir assez bien les détecter, mais c'est vrai que ça a ce côté un petit peu plus aléatoire en fonction du moment où on passe. En Arctique, il y avait énormément d'oiseaux marins qui étaient dans l'eau. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des oiseaux, pour ma part. On essaye d'être un peu expert taxonomiste de tous les taxons sur lesquels on travaille. Donc, mammifères marins, je gère. Poissons, je m'améliore de mieux en mieux. Les oiseaux, je ne les aime pas trop. Parce qu'ils sont, avec les amorces vertébrées, ils restent assez difficiles en général à différencier les uns des autres. Donc je ne vais pas dire de bêtises sur les noms d'espèces, mais on les voyait bien dans l'eau. Mais c'est vrai que ça reste très aléatoire, c'est une plume, c'est une déjection, c'est à un moment donné où il va carrément plonger, donc là on aura des belles traces, mais c'est assez aléatoire. Et on a même des oiseaux terrestres, enfin, des oiseaux qui ne sont pas du tout marins, qu'on retrouve en mer des fois aussi. Donc on peut imaginer que c'est la trajectoire d'une migration, un cadavre, une plume dérivante, des choses comme ça. Et voilà. Et quand on a été dans l'estuaire de la Rance, entre Dinard et Saint-Malo, on a eu, donc là c'était en milieu estuarien, on a même échantillonné un petit peu en eau douce. Il y a vraiment des oiseaux qui vivent très près. On a eu tout un tas d'oiseaux plutôt forestiers qu'on retrouve. Donc on imagine qu'ils vont boire, qu'ils vont déféquer, etc. Mais ça reste très aléatoire. Les oiseaux, on ne sait jamais combien on va avoir. Et comment tu fais pour cibler les vertébrés dans tes échantillons ? Parce que j'imagine qu'il y a de l'ADN de végétaux et autres au final. Oui, totalement. Et en plus, quand on récupère de l'eau de mer, donc comme je fais de la biologie marine, je ne parle que d'eau de mer depuis tout à l'heure, mais on a une grosse quantité en fait, de micro-organismes qui vont être en meilleure qualité que l'ADN qu'on peut retrouver d'un poisson qui est passé là la veille, par exemple. Parce qu'en fait, on va, dans la plupart des cas, si on obtient des cellules de phytoplancton, on aura tout l'organisme en entier. Donc on a déjà une forte prédominance des micro-organismes. Et puis on va pouvoir aussi avoir de l'ADN d'autres choses. Donc par exemple de bivalves, on va pouvoir avoir une grande quantité de cellules reproductives de bivalves. Et en fait, ce qui nous intéresse, donc dans mon cas, étant les vertébrés, les mammifères marins, les poissons, les oiseaux, etc., on va essayer de cibler spécifiquement.
Et donc pour ça, on utilise la PCR, donc si vous vous souvenez un petit peu de la période Covid, la PCR, ou qu'on appelle aussi en amplification, c'est ce qui va nous permettre de cibler spécifiquement une portion d'ADN. Donc pour ça, on utilise des amorces. Donc les amorces sont des petits brins d'ADN qui vont pouvoir se fixer de chaque côté de la zone qu'on veut encadrer, dans un sens et dans l'autre. Donc ces amorces, elles vont nous permettre de cibler une portion d'ADN. Donc nous, on utilise des barcodes, donc des courtes séquences, qui en plus vont avoir la capacité d'être suffisamment conservées, donc similaires d'un vertébré à l'autre pour que les amorces s'hybrident bien, donc qu'elles s'accrochent bien, mais suffisamment différentes pour distinguer les différentes espèces. Et en fait, ces amorces vont être choisies de façon à sélectionner un taxon qui nous intéresse. Donc si on peut utiliser des amorces ciblant spécifiquement les vertébrés, on peut utiliser des amorces ciblant spécifiquement les poissons osseux, ciblant spécifiquement les élasmobranches, donc les raies, les requins, en sachant qu'on n'est pas à l'abri que nos amorces s'hybrident quand même et amplifient les taxons assez proches, mais qui ne soient pas ceux désirés. Par exemple, avec certaines amorces vertébrées, on va pouvoir quand même, si on en a en grande quantité, retrouver des moules, des huîtres, etc., qui sont un petit peu en dehors de la case des vertébrés. Mais dans l'ensemble, ça va nous permettre de filtrer énormément des taxons qui ne nous intéressent pas. Surtout qu'en travaillant sur les vertébrés, on travaille quand même sur des traces d'ADN qui sont dégradées et qui sont en plus petit nombre la plupart du temps. Parce que si on a une baleine qui est passée il y a quelques heures, on imagine bien qu'on a beaucoup moins d'ADN que si on est dans une nappe de cellules reproductives d'huîtres ou de moules. Et est-ce que tu as déjà fait face à des résultats qui étaient un peu imprévus ? Oui, ça arrive assez fréquemment. Donc on a le jeu des contaminations. Même si on essaye de les limiter au maximum, on a toujours des contaminations. Donc on a toujours de l'humain. Ça, en général, on le filtre parce qu'on ne sait pas si c'était vraiment dans le milieu ou si c'est nous, ou si c'est au laboratoire. Mais on a des cas de contamination. Donc on a les classiques chiens, chats, sangliers, donc pour le cochon, le poulet, la dinde, donc tout ça qu'on peut retrouver, qui sont souvent l'alimentation humaine. Donc on va pouvoir, par exemple, en Arctique, on a retrouvé de la dinde dans un échantillon le jour même où le commandant a décidé de faire du poulet, ou de la dinde, je ne sais plus, enfin bref. Donc on peut assez bien suivre les repas des gens à bord, même si on essaye de limiter au maximum, c'est jamais impossible. Et puis on a eu aussi en Arctique, très, très drôle, saviez-vous qu'il y avait du cochon d'Inde en Arctique ? Non, c'est un matin, il faisait un petit peu froid et j'ai superposé un autre pull sur mon pull. Et quand je l'ai mis, j'ai vu des petits poils s'envoler autour de moi et je me suis dit « Ah mince, on aura du cochon d'Inde parce que j'en ai 2 à la maison. » Et ça n'a pas loupé, un seul prélèvement du cochon d'Inde. Donc même en mettant les gants, en nettoyant tout le bateau, on peut faire des erreurs, il faut les limiter au maximum, mais c'est des choses qui arrivent. Donc tout le jeu des contaminations, ça arrive souvent et ça amène des détections un petit peu étonnantes, un petit peu marrantes. Bon, en fait, qui sont marrantes, mais qui sont un peu embêtantes parce que si elles sont en trop grand nombre, elles vont prendre toute la place de ce qui nous intéresse vraiment. On essaye de les éviter quand même, mais ça arrive. Et en dehors des contaminations, on a aussi des cas où on détecte des taxons auxquels on ne s'attendait pas à ce qu'ils soient là. Toujours en Arctique, on était dans une ville spécialisée dans l'exploitation du charbon. Donc là, on essaie de s'intéresser aux zones les plus anthropisées possibles du Svalbard. Donc le Svalbard, c'est un archipel d'îles vraiment tout au nord de la Norvège. Et on a essayé de cibler un petit peu les zones les plus anthropisées, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent là-bas. Mais donc là où il y a l'aéroport, donc la capitale, Longyearbyen, puis aussi une exploitation, une ville où il y a des gens qui exploitent le charbon, et la station scientifique de Ny-Ålesund au nord du Svalbard. Et on essaye de passer au plus proche des pontons et de là où il y a du rejet d'eau, la glace qui coule, d'être vraiment proche de là où il y a de la vie humaine, pour essayer de voir un petit peu ce qu'on a. Et donc à Barentsburg, dans cette ville où on exploite le charbon, on a eu un petit poisson qui ne vous dira rien du tout, mais qui est l'épinoche à 3 épines. C'est un petit poisson qui n'a rien d'extraordinaire, sauf qu'il peut vivre, il a une partie de son cycle de vie qui est en eau de mer, une partie en eau douce, et en fait il n'est pas vraiment censé être aussi au nord, on peut le retrouver plutôt au nord Atlantique, mais vraiment pas en Arctique. On a un peu tiqué sur cette détection, on s'est demandé si on n'avait pas une petite erreur dans l'assignation taxonomique, mais au niveau moléculaire c'était vraiment ça, quoi. Et en fait, il y a eu 2 détections de cette espèce précédemment par d'autres scientifiques au Svalbard, et notamment à Barentsburg, mais cette fois-ci dans un lac d'eau douce, qui
peuvent passer de l'eau douce à l'eau salée. Il y avait eu 1 ou 2 individus capturés, mais en 2015, je crois. Et en fait, ils émettaient l'hypothèse, les scientifiques qui avaient capturé ces individus, que ces petits poissons aient la capacité de remonter, notamment grâce au changement global, donc de profiter un petit peu de ce réchauffement pour remonter, et qui ont des capacités de dispersion qui font qu'ils peuvent remonter. Et s'ils pouvaient s'installer, ça menacerait les écosystèmes. Et donc on en a retrouvé, ça c'est une détection particulièrement intéressante. Donc on ne sait pas si ça vient de l'eau douce qui aurait ruisselé et qui sera atterri vraiment à côté de là où on a échantillonné en milieu marin, ou si les individus commenceraient aussi à bouger entre l'eau douce et l'eau de mer. Mais le résultat est que on a encore une nouvelle détection de ce poisson-là, et puis ça suggère qu'il pourrait s'installer au Svalbard. Donc ça c'est des petites traces comme ça, des petits indices qui pourraient nous montrer l'importance de notre méthode, de notre travail pour détecter les premiers changements, les premières modifications du changement global. Et d'autant plus que ce petit poisson, en fait on a une seule espèce de poisson qui vraiment réside dans les eaux douces au Svalbard. Si ce petit poisson venait à prendre la place de celle-là, ça pourrait vraiment complètement changer la balance des communautés de poissons qui sont là-bas. Et tu disais que tu comparais les zones anthropiques, donc là où il y a des hommes, avec des zones naturelles. Est-ce que tu as vu des observations, des différences entre ces deux lieux ? Alors, ouais, un but de ma thèse, c'est vraiment aussi d'essayer de voir est-ce qu'on a des patterns généraux entre les zones anthropisées, qu'on aime bien appeler des écosystèmes marins urbanisés, vs les autres, et d'essayer de voir si on a des choses qui en ressortent, parce qu'en fait, finalement, l'homme, il est partout maintenant, c'est très compliqué de ne pas le retrouver. Même en allant tout au nord, on a quand même des traces d'humains un petit peu partout. Et l'idée, c'est de voir si on peut retrouver des patterns généraux et si on peut essayer de voir quelle est l'influence vraiment sur les communautés de vertébrés qu'on détecte. Parce qu'on s'est rendu compte que, en faisant des échantillons d'ADN environnemental dans les ports, dans les marinas, en fait, qu'on avait finalement pas mal de poissons. On ne s'attendait pas à avoir autant d'espèces différentes de poissons, d'oiseaux. Et on s'est dit, tiens, mince, finalement, ça va plutôt pas mal, quoi. On a pas mal de poissons. On a fait des échantillons dans le grand port maritime de la Guadeloupe. Et on avait vraiment une belle diversité en termes de nombre d'espèces détectées. Mais si on s'intéresse un petit peu plus loin à ces espèces-là, en fait, on se rend compte que dans la majorité des cas, donc ça, c'est vraiment des résultats sur lesquels je suis encore en train de travailler, mais que ces espèces, elles sont très proches les unes des autres sur l'arbre du vivant dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la diversité phylogénétique. Si on les remet sur un arbre, finalement, elles sont très regroupées, et parce qu'elles vivent plutôt pas mal dans ces environnements anthropisés. Et en fait, si on compare un milieu plus préservé, on va pouvoir avoir un nombre d'espèces dans ce milieu plus préservé similaire, voire même inférieur, mais finalement une diversité en termes d'histoire évolutive qui est bien plus grande. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est encore en train de travailler, mais il semblerait que dans les zones très anthropisées, on a beaucoup d'espèces, mais finalement des espèces extrêmement proches, notamment ce qu'on appelle des espèces de poissons cryptobenthiques qui vivent sur le fond, cachés, pas mal de gobies, de blennies, et qui, elles, en fait, sont assez tolérantes à tout ce qui peut se passer, et elles ont à peu près les mêmes traits de vie. Et la biologie, c'est la diversité, c'est aussi plus on a d'espèces différentes au niveau de l'histoire évolutive de ses capacités, que plus la communauté d'espèces va être enclin à supporter les changements futurs. Si on imagine bien que si on avait un immeuble avec les gens qui ont toutes les mêmes capacités, versus un immeuble avec des gens qui sont très différents, qui savent parler différentes langues, si on avait un feu qui devait se déclarer dans un des deux immeubles, il vaudrait mieux sauver l'immeuble avec les gens qui ont le plus de capacités différentes s'en sortirait mieux que l'immeuble où les gens ont la capacité tous de se débrouiller de la même façon. Et donc c'est à peu près la même chose avec la diversité phylogénétique. C'est essayer de voir qu'est-ce qui est intéressant pour pouvoir faire face aux futurs changements qui arriveront et qui arriveront de toute façon. Donc l'ADN environnemental, il te permet d'observer des espèces à un temps T, mais est-ce qu'il te permet aussi de suivre des espèces dans le long terme ? La science, c'est revenir toujours au même endroit pour faire la même chose. Et c'est hyper important de pouvoir mettre en place des suivis pérennes, de pouvoir revenir au même endroit si on veut avoir la chance de suivre quelque chose.
L'ADN environnemental, en tout cas en milieu marin, on estime qu'il pourrait persister dans l'eau de l'ordre de quelques heures à quelques jours. Ça dépend de tout un tas de paramètres différents, du soleil, de la température, de la dégradation chimique, physique, etc. Donc c'est assez difficile de savoir, cette trace d'ADN, elle correspond à un poisson qui est passé il y a 12 heures ou 2 jours, on ne sait pas vraiment. On estime que c'est quand même comme une capture d'écran à un moment T. Mais si tu reviens le lendemain, il y a de fortes chances que tu auras des espèces en plus et des espèces en moins. Donc c'est super important d'essayer d'avoir un maximum de réplicas temporels. Et pour pouvoir instaurer un véritable suivi, si tu veux avoir la chance d'essayer de calculer des métriques et des indicateurs pertinents, c'est hyper important de pouvoir revenir au même endroit. On a un exemple, on a fait donc des échantillons dans le grand port maritime de la Guadeloupe. Là, l'idée, c'était vraiment de s'intéresser à l'écosystème du port de la Guadeloupe, qui est assez imposant. Donc on a fait des échantillons vraiment au cœur du port, des échantillons dans une mangrove très dégradée au fond du port, et puis des échantillons à proximité d'une mangrove et d'un herbier qui, eux, ont été restaurés avec des efforts de restauration assez récents. Donc on a pris des échantillons et on a trouvé beaucoup d'espèces partout, sauf dans la mangrove très dégradée. Et on s'est intéressé notamment aux écosystèmes restaurés, parce qu'on s'est dit, mince, ça marche plutôt bien, ça a l'air bien. Et en fait, encore une fois, si tu places les espèces sur ton arbre du vivant, finalement, tu te rends compte qu'elles sont assez proches les unes des autres. Et là, dans ce cas-là, c'était plutôt des espèces opportunistes qui sont venues s'installer dans ces milieux restaurés et qui vont certainement être les pionnières pour l'établissement futur d'autres espèces un petit peu plus diversifiées. Et par contre, la mangrove très dégradée, elle, il y avait assez peu d'espèces, mais ce qui s'était passé avait élagué un petit peu les branches sur ton arbre du vivant, et en fait, tu avais un petit peu d'espèces très diversifiées. Donc finalement, une diversité en termes d'histoire évolutive qui était plus intéressante que les deux milieux restaurés. Et donc, mettre en place des suivis pérennes, ça peut être particulièrement intéressant, notamment sur les sites de restauration, pour voir justement si cette succession écologique, elle va pouvoir se mettre en place. Et puis, si jamais on met en place donc des mesures de restauration, suivre un petit peu la succession des communautés et puis ce que ça amène en termes de diversité spécifique. Et je me demandais, avec l'ADN environnemental, est-ce que tu peux voir plus que les taxons, par exemple l'âge ou la taille ? Alors du coup, nous on fait essentiellement du métabarcoding, donc ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les listes taxonomiques. Après, il y a d'autres méthodes qui peuvent être faites avec l'ADN environnemental. On peut s'intéresser à une espèce en particulier et on peut pouvoir avoir plus ou moins précisément la quantité de cette espèce, donc le nombre d'individus, l'abondance. Il y a pas mal de choses qui commencent à émerger par rapport à ça. Maintenant, en métabarcoding à l'heure actuelle, on n'a pas la notion d'abondance, on est loin de savoir l'âge ou la taille. Et ça, c'est des choses à prendre en compte quand, par exemple, je parlais de sélectionner les métriques de biodiversité les plus intéressantes. J'ai parlé au tout début de diversité fonctionnelle, regarder un peu les traits associés à chaque espèce. Mais comme on n'a pas cette information d'âge, on a fait des prélèvements dans l'estuaire de la Rance entre Dinard et Saint-Malo. On s'intéressait justement à cette diversité fonctionnelle. Donc, mais on n'a pas l'idée de si nos poissons étaient juvéniles, adultes, même en vie. Et donc c'est assez difficile de pouvoir s'intéresser à ces notions de traits de vie. Donc sélectionner les métriques de biodiversité les plus intéressantes, c'est aussi tirer profit des avantages de l'ADN environnemental, tout en essayant de s'affranchir un peu des limites inhérentes à chaque méthode. Donc pour l'instant, en métabarcoding, c'est des choses qu'on n'a pas. Et on peut imaginer ça dans quelques années, par exemple ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir être développées par rapport à ça, notamment sur les approches plus spécifiques, monospécifiques. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais on a quand même encore pas mal de choses à améliorer sur les notions de base, sur l'assignation taxonomique, sur la mise en place de protocoles qui soient propres, qui soient bien mis en place, et puis sur est-ce que les taxons qu'on détecte vraiment sont ceux qu'on détecte ou est-ce que ce sont des erreurs d'assignation taxonomique. Ça, c'est vraiment très très important parce qu'il y a une vraie problématique dans le côté magique, simple, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de voir. Il y a même des boîtes privées qui peuvent faire toutes les analyses de A à Z. Mais sans notion de biologie moléculaire, de taxonomie moléculaire,
c'est vraiment un super outil qui peut être utilisé à très mauvais escient. Et voilà, donc il faut être très, très prudent. Donc si j'ai bien compris, au final, Rachel, l'ADN consiste à prélever de l'eau de mer, chercher des traces génétiques, donc les empreintes des animaux, dans ces prélèvements, les cibler grâce à des amorces qui fonctionnent comme des aimants génétiques, puis les amplifier avec une énorme photocopieuse qu'on appelle la PCR. Et une fois tout ça réalisé, on les compare à une base de données mondiale pour mettre un nom sur ces fragments d'ADN. Eh bien, merci infiniment Rachel d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'était l'ADN environnemental et de nous avoir montré que parfois il faut regarder plus petit pour comprendre les océans. Eh bien, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir tendu l'oreille. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous le dire et le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour découvrir une autre méthode, une autre manière d'observer les océans. À très vite sur le Café Nemo. Au revoir. Merci d'avoir écouté Café Nemo. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur des sciences marines, laissez-nous une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions sur les océans, on en discute sur Instagram ou peut-être dans un prochain épisode. À très vite au Café Nemo.